Bonjour ou bonsoir selon où vous vous trouvez au moment où vous suivez ce webinaire que nous organisons chaque jeudi. À l'ordre du jour de cette visioconférence, nous parlerons de la couverture médiatique d'une élection en Afrique, c'est-à-dire comment couvrir les élections dans un continent où des régimes autoritaires font tout pour se maintenir au pouvoir et même après des élections, refusent d'admettre leur défaite en manipulant les résultats issus de ces scrutins. Des fraudes qui sont souvent dénoncées par une partie de l'opposition qui en appelle à des manifestations. Ça s'ensuit alors des séries d'arrestations, des théâtres de violence pouvant aller jusqu'à une guerre civile. Comment assurer une couverture responsable et professionnelle d'une élection dans un pays où elle peut être synonyme de conflit et de fermeture des médias? C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité qui a couvert des élections présidentielles aux États-Unis, au Nigeria, au Sénégal, au Mali, à Madagascar, en République centrafricaine, au Tchad et au Cameroun. Un journaliste qui a réalisé des interviews exclusives avec près d'une vingtaine de chefs d'État africains. Raphaël Vogo est journaliste, grand reporter et expert en communication stratégique. Bonjour Raphaël et merci d'être avec nous. Bonjour Okossi, bonjour à tous les participants à ce webinaire. Je dirais d'emblée que je suis ravi de pouvoir partager ces savoirs et savoir-faire avec eux. C'est un honneur pour nous, monsieur. C'est un honneur pour nous, monsieur Raphaël, de vous avoir avec nous au cours de cette session qui sera très riche et inspirante et instructive. Je suis Kossi Balao, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, le directeur du Forum Pamela Award de l'ICFJ sur le reportage des crises mondiales. Et c'est le forum qui organise ce webinaire, un forum du Centre international pour les journalistes, ICFJ basé à Washington. Vous pouvez rejoindre notre groupe privé sur Facebook si vous ne l'avez pas encore fait. Monsieur Raphaël, avant de commencer, pouvez-vous nous raconter une anecdote que vous gardez de toutes les élections que vous avez couvertes à travers le monde? Alors, des anecdotes, il y en a à la peine parce que chaque élection, c'est une histoire, parce que chaque pays, c'est un contexte, c'est des contextes. Et avant donc de parler de cette anecdote, je voudrais dire un grand merci à l'Agence universitaire francophone, le bureau régional d'Afrique centrale qui est basé à Yaoundé, son campus numérique, et à M. Roger Kenyé, à Christophe, qui ont permis, qui m'accompagnent au plan technique pour la réalisation de ces webinaires. Alors, l'élection que je vais évoquer ici, c'est l'élection présidentielle de décembre 2015 pour le premier tour et février 2016 pour le second tour en République centrafricaine, un pays qui sortait d'une crise militaro-politique, comme vous le savez, ou politico-militaire, ça dépendra. Alors, donc, pour le second tour, qu'est-ce qui se passe? Tous les grands médias internationaux, ils annonçaient M. Anissé Georges Dologuélé, grand favori de ce scrutin. Et c'est le rival de l'actuel chef d'État, Faustin Archange Touadéra, à ce second tour. Alors, je débarque à Bangui 2 jours avant l'élection présidentielle. Et donc, je n'ai pas beaucoup de temps, comme d'habitude d'ailleurs. Mais quand vous avez parlé tout à l'heure d'une couverture responsable et professionnelle. Et ça, je l'ai aimé, mon cher Kossi. Donc, quand j'arrive, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser une enquête d'opinion. Et ça, c'est intéressant à savoir pour les journalistes africains. Réaliser une enquête d'opinion, ne pas se contenter de ce que les autres disent et de ce qu'ils écrivent. Ne pas prendre des autres parce que c'est des références, ne pas les prendre pour des modèles, pour agents comptants. À vous de faire votre travail en professionnel. Donc, je réalise une enquête d'opinion et en allant vers les centrafricains, parce que j'ai interviewé des personnes de tous bords, j'ai rencontré des jeunes, j'ai rencontré des adultes, des hommes et des femmes, j'ai rencontré des fonctionnaires, j'ai rencontré des sans-emploi, et je me rends compte que les faveurs des centrafricains sont plutôt adressées à M. Faustin Archange Touadéra.
Et je publie dans mon reportage. Avant de publier ce reportage, il faut dire que M. Touadéra, lui, ne mène pas campagne comme son rival, M. Anissé Georges Dologuélé, qui bat campagne à l'américaine. Il a déployé de gros moyens, il y a des avions, il y a de gros camions. Mais M. Touadéra, je crois qu'il est sûr de lui parce qu'on me l'a dit à Bangui. Donc, il mène une campagne discrète. Il s'est d'ailleurs retiré pour une retraite spirituelle. Alors, pas possible de rencontrer des personnes de son camp que j'appelle au téléphone parce que je prends des contacts. C'est l'actuel président de l'Assemblée nationale qui était Premier ministre, M. Saranji, qui est le directeur national de campagne, que j'appelle, qui ne me reçoit pas. Et j'appelle, je suis entré en contact avec M. Lemassé, donc le responsable de la communication, et qui me dit qu'il faut aller sur le site de leur, de leur campagne. Je dis, pour un journaliste, aller sur le site, ce n'est pas une information, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de vous rencontrer. C'est comme ça qu'un journaliste travaille. Alors, je parviens, il me communique dans le téléphone de M. Moloa Félix, l'actuel Premier ministre, qui est le directeur national adjoint de campagne de M. Touadéra, et qui va me donner rendez-vous dans la nuit à 20h. Nous sommes à Bangui. Les tensions ne sont pas totalement, n'ont pas totalement baissé. Et M. Moloa habite quand même dans le 3e arrondissement qui a été l'épicentre des violences à Bangui. Alors j'y vais. Il me reçoit finalement. Je suis obligé de prendre un taxi, donc un centrafricain, quelqu'un qui est de la ville. Parce qu'il faut que je prenne un véhicule banalisé. Je ne suis pas bannissois, je n'habite pas dans la ville. Donc, cette enquête d'opinion que je réalise et je le publie la nuit, donc à quelques heures du scrutin, donc de l'ouverture des votes, des bureaux de vote. Et finalement, il s'est avéré que c'est moi, il s'est révélé que c'est moi qui avais raison. Finalement, M. Touadéra a gagné l'élection présidentielle. Donc voilà cette anecdote. Et il y a une deuxième, si vous permettez, cher Malao, parce qu'on est là justement pour partager. Ça se passe au Sénégal en 2012. C'est ça que c'est très important. Je reviens encore sur le mot couverture responsable et professionnelle. J'arrive également à Dakar, que je n'habite pas 2 jours avant la tenue de l'élection présidentielle. Alors, je me dirige au siège de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat. Je rencontre le responsable de la communication qui est ouvert. Je me présente. La première des choses que je lui dis, parce que j'avais obtenu l'accréditation avant de partir de Yaoundé, je lui dis, j'aimerais interviewer le président. Il me dit, le président est très occupé. Il me présente le demande d'interview. Il me dit, en tout cas, pour vous, je vous organise une interview avec le président. Donc, j'ai la confiance, j'ai réussi à gagner la confiance du responsable de la communication de la Sénat. Et quand je rencontre le président de la Sénat également, je gagne sa confiance. Ça fait donc que pendant le scrutin, je suis en contact direct avec eux, j'obtiens toutes les informations parce que ça également, c'est important parce qu'un journaliste, quand il couvre une élection, il doit connaître le nombre de bureaux de vote. Il doit connaître la répartition de ces bureaux de vote-là au plan géographique. Et à commencer par la capitale, ce qui est très important. Donc, j'ai toutes ces informations. Il faut connaître le nombre de scrutateurs, j'ai toutes ces informations. Le déploiement militaro-policier, il faut connaître. Donc, il faut obtenir toutes ces informations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le scrutin s'est déroulé. Il s'est achevé sans heurts, contrairement à la campagne qui avait été violente. Il y a eu des morts. Si vous vous rappelez, justement, la présidentielle sénégalaise de 2012. Alors, comme je suis en contact avec, j'ai gagné la confiance des responsables, des dirigeants de la Sénat. Donc, je vais appeler le responsable de la communication au quart de la nuit à 1h. Je lui dis, grand frère, j'espère que je ne te dérange pas. Il me dit, non du tout, Raphaël. Je lui dis, où est-ce que tu te trouves? Il me dit, je suis au bureau. Je lui demande, est-ce que je peux venir? J'ai besoin des résultats. Il me dit, il n'y a pas de souci, je t'attends. Je ne connais pas Dakar. Le chauffeur qui me conduit, d'ailleurs, on tourne dans la ville. Comme c'est la nuit, j'étais allé dans la journée. Alors, 1h, c'est la nuit.
certainement un souci technique de connexion, mais M. Raphaël sera avec nous dans quelques secondes. C'est tellement un souci de connexion avec M. Raphaël. Nous avons espoir qu'il sera avec nous dans quelques secondes. Le temps de régler ce petit souci technique. Je vous informe que ce webinaire se veut vraiment interactif. C'est des conseils en fait que le confrère, le panéliste partage avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo en direct sur Facebook et dans la boîte de discussion via Zoom. Alors, aussi, vous m'entendez? Allô, monsieur Raphaël. Oui, aussi, c'est ouais, il y a eu justement un petit problème technique. Content de vous revoir. Merci pour Christophe encore qui est là. Donc, j'arrive finalement au siège de la Sénat. L'audio a un petit souci de ça bascule un peu. C'est bon? Là, c'est bon maintenant? Ouais, c'est mieux. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, je reprends à ce niveau-là. Donc, finalement, j'arrive au siège de la Sénat. Et le responsable de la communication, ils sont sur laptop. Il bouge sur la dame. Il me dit, cher Raphaël, voici les résultats. C'est pas bon? Non. L'audio n'est toujours pas stable. La voix n'est pas stable. Je pense que c'est un problème de technique, en fait, avec le micro. C'est bon? Maintenant, c'est bon? C'est possible? Ouais, ça peut aller. C'est amélioré? Ouais, ça peut aller. Donc, c'est la plus d'électricité, hein, donc c'est les années. Ça arrive toujours. C'est bon, vous pouvez y aller? Oui, bien sûr, allez-y. Donc, le son, je vois de lui dans les commentaires, le son n'est pas toujours audible avec Raphaël. Au départ, c'était super, hein, c'était à 100% parfait. Je ne sais pas si le technicien peut essayer de vérifier un peu. Sinon, ce n'est toujours pas audible. C'est bon? Aussi, si vous m'entendez ce système, on peut aller directement sans micro? Oui, pourquoi pas? Voilà. Ils m'entendent aussi? Oui, allons-y. Est-ce que vous pouvez essayer de voir si maintenant le son il est bon? Bon, alors, eux qui m'entendent, parce que moi je vous entends, vous entendez? On vous entend parfaitement bien. Ok, d'accord. On y va directement alors. Alors, donc, finalement, je me suis déconnecté. Parce que je vois là qu'il se déconnecte. Donc, je me suis déconnecté. Est-ce que c'est parfait? Ils entendent? Oui, un peu, exactement, un problème technique. Je pense que dans la boîte de chat, il y a des confrères qui n'arrivent toujours pas à bien vous entendre. Ou est-ce que le technicien peut réessayer un peu encore avec, faire un peu de magie encore avec le micro? Ok, c'est bon? Oui, ça doit être bon. Même pour les participants? Parfait. Ok, d'accord. Ok, merci encore une fois, Christophe. Donc, tu vois, ça, c'est les aléas aussi. Wow. Alors, donc, finalement, j'ai les résultats. Moi qui ne vis pas à Dakar, je ne suis pas sénégalais. Ah, voilà, je vois, parfait, c'est bon.
Donc, Ouais, j'ai c'est les bon. résultats de l'élection avant tout le monde. J'ai l'exclusivité. Wow. Et il se trouve que, justement, quand je me retrouve avec les collègues des autres grands médias, un peu plus tard dans la journée, parce qu'on on assiste, là, je parle bien du premier tour, hein. Donc, quand on assiste à la conférence de presse de Macky Sall, donc, qui est qualifié pour le second tour avec Abdoulaye Wade, le président sortant, et je les titille, quels sont les résultats? Ils me donnent des résultats qui n'étaient pas ceux que moi j'avais, et je leur dis, vous pouvez aller sur le site du média pour lequel je suis là, parce que c'est les résultats qui seront lus tout à l'heure, parce qu'effectivement, l'annonce officielle des résultats était prévue quelques instants après au palais de justice. Et quand on a lu les résultats officiels, c'est les résultats que moi j'avais eu annoncés. Donc voilà les anecdotes. J'espère qu'ils m'ont écouté. La question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir quel est le code de conduite à tenir pour un journaliste qui couvre l'élection en Afrique? Alors, première chose, le code de conduite, d'abord, il faut suivre le processus. C'est un processus. Il faut suivre les inscriptions sur les listes électorales. C'est-à-dire qu'il faut s'informer. Même quand je suis au Cameroun, je m'informe au sujet de ce qui se passe au Sénégal, par exemple, en ce moment, où il y a des élections législatives qui s'annoncent. Donc, il faut suivre en se disant, il peut y arriver que mon média m'envoie couvrir ce scrutin. Il faut suivre les annonces des intentions de candidature. Donc, il y a des étapes. Les inscriptions sur les listes électorales, les annonces d'intention de candidature, maintenant les investitures des candidats par leurs différents partis politiques, pour ceux qui en ont, ou même les indépendants, il faut suivre. Il faut suivre les dépôts de ces candidatures. Quand on a été investi, on doit déposer les candidatures. Il faut suivre les dépôts de candidatures. Il faut suivre maintenant la publication des listes provisoires de candidatures. Parce que très souvent, vous l'avez dit en Afrique, même d'ailleurs, même ailleurs, il peut y avoir des contestations. Donc, il peut arriver qu'on repêche un candidat qui, lui, il a été recalé, si les participants me permettent de m'exprimer ainsi, comme à un examen. Donc, il y a donc la publication des listes provisoires. Il y a la publication des listes définitives. Et quand on a ça, le scrutin maintenant, dès qu'il y a la publication des listes définitives, et il y a l'organisme qui organise le scrutin, qui va annoncer l'ouverture de la campagne électorale qu'il faut suivre. Généralement, c'est sur 2 semaines, comme en France, comme un peu partout, sur 2 semaines. Il faut suivre. Il faut suivre. Alors, ce qui est intéressant pour la campagne, les meetings, il ne faut pas y aller pour rendre compte des meetings. Parce que j'ai parlé des inscriptions sur les listes électorales tout à l'heure, parce que généralement, dans les meetings, c'est que beaucoup de journalistes ne savent pas, c'est qu'il y a des participants à des meetings, mais généralement qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. On a des badauds qui viennent chercher des gadgets, parce qu'il y a des candidats qui distribuent des gadgets, des casquettes, des stylos, donc des t-shirts. Et il y a des gens qui viennent uniquement pour cela, mais qui n'iront pas voter. Donc, il faut s'intéresser à ça. Et je le dis parce que je l'ai vu pour le cas de la Centrafrique notamment, même pour le cas de l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. On a des candidats qui ont battu campagne, comme je le disais tout à l'heure, à l'américaine. On a pensé que ceux qui venaient à leur meeting, c'était des électeurs. Or, on avait beaucoup de jeunes qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Alors, pour un journaliste, quand il va se dire, il y a tel candidat, il a mobilisé 1 million de personnes à son meeting. 1 million de personnes, parfois, on a moins de la moitié qui sont même pas, qui iront voter. Et ceux qui ont même des cartes d'électeurs, tous ne vont pas au bureau de vote le jour de l'élection. C'est là que j'ai parlé tout à l'heure de contexte, toutes les questions de contexte. Et il y a des pays où il y a une désaffectation, il y a une désaffection politique de la population vis-à-vis des élections. C'est-à-dire la population ne s'y intéresse pas beaucoup. On peut aussi avoir une population qui est très intéressée, comme je l'ai vu à Bangui en 2015 et en Centrafrique en 2015 et en 2017. Je l'ai vu au Sénégal, je l'ai vu à Madagascar, je l'ai vu au Nigeria. Alors, donc, il faut faire très attention donc, avec les personnes qui viennent au meeting. Bon, et maintenant, un journaliste qui couvre un scrutin, notamment présidentiel, il doit savoir qu'il y a des enjeux qui vont au-delà du pays.
qui vont au-delà des candidats. C'est pour ça qu'on a donc des observateurs. On a deux catégories d'observateurs, les observateurs nationaux. Et on a des observateurs internationaux qui généralement représentent des organisations. On a, vous qui êtes aux États-Unis, aussi on a le NDI, mon compatriote Christopher Foumouniou, on s'est souvent retrouvé sur le terrain. On a l'Union africaine qui a une mission d'observation électorale. On a l'Union européenne. On a les observateurs du Commonwealth. On a la CAC, on a la CEMAC. On a ECOWAS, donc la CEDEAO. Donc, il faut suivre également ces observateurs. C'est des acteurs importants d'un scrutin électoral. Donc, et maintenant, il faut s'entourer en ce qui concerne le matériel, parce qu'il y a une question qui concerne le matériel. Il faut s'assurer qu'on a un bon dictaphone. Donc, il faut vérifier ses batteries. Généralement, il faut y aller avec des batteries à l'état neuf. Donc, si on travaille avec un téléphone, il faut s'assurer que c'est un téléphone de très bonne qualité qui va vous permettre de faire des enregistrements, qui va vous permettre de faire des photos, qui va vous permettre de faire des vidéos. Donc, il faut s'assurer tout ça. Et quand on va couvrir une élection, aujourd'hui, je suis en costume. On ne va pas couvrir une élection en costume. On va couvrir une élection comme vous êtes habillé aussi. Donc, on est reporter. Parce qu'il y a des situations qu'on va vivre. Et comme je dis, et il faut chercher la bonne information. Ça commence par l'organisme qui organise les élections. Moi, j'ai vu des confrères venant d'autres régions, je ne voudrais pas les citer, qui n'allaient pas, c'est là que je dis toujours, même à mes confrères d'ici, que j'entends, je leur dis, faites très attention avec ce que vous considérez comme des références. Faites très attention, parce que quand vous publiez une information, ne prenez pas celle qu'eux, ils ont publiée. La preuve, je vous ai pris des exemples tout à l'heure où on annonçait un candidat, c'est le grand favori. Il s'est trouvé même qu'il a été battu à plat de couture. Il a été battu dans son propre bureau de vote. Donc, vous voyez, vous avez des situations comme ça aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, il y a justement une autre question. Vous avez parlé de trouver de la bonne information. Mais comment trouver de la bonne information quand on sait que durant les élections, les partis, ce sont des périodes où il y a vraiment de désinformation, où les mauvaises nouvelles, les fausses nouvelles circulent sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de diffusion, parce que chaque parti veut s'attirer en fait une bonne image. Maintenant, comment dans ce lot-là trouver de la bonne information? Justement, les partis sont là pour communiquer. Les partis sont là pour manipuler. Tout pouvoir est manipulateur. Je crois que ceux qui nous écoutent le savent, le pouvoir politique, le pouvoir financier, le pouvoir économique. Chacun veut tirer la couverture de son côté. Donc, un candidat, il faut bien qu'il dise que lui, il a tel nombre. Mais je disais tout à l'heure qu'il y a les commissions électorales nationales indépendantes ou la Sénat comme au Sénégal, c'est la commission électorale nationale autonome, qui est vraiment autonome, qui fait un travail, en tout cas ce que j'ai vu en 2012. J'ai d'ailleurs des livres en chantier là-dessus. Je ne sais pas si ça a changé. Et il y a la CENI en Centrafrique que j'ai vu faire un travail remarquable. Et maintenant, vous avez ce qu'on appelle des réflexes personnels que je vais partager avec eux. Par exemple, au Mali en 2013. Moi, j'ai travaillé avec un badge d'observateur international. Comment j'ai fait pour l'obtenir? Parce que je suis allé au ministère de l'administration territoriale. J'arrive à Bamako la veille du scrutin. Alors, je me dis, si je vais au ministère de la communication ou de l'information là-bas, ça va me prendre du temps. Je vais au ministère de l'administration territoriale. Donc, il y a ces astuces aussi. Au ministère de l'administration territoriale, on me délivre un badge d'observateur. Et un badge d'observateur à cette observation, c'est que, à cette particularité, c'est que… Mais est-ce que vous êtes aussi présenté comme journaliste? Je me suis présenté comme journaliste. Donc, tout dépend de comment vous vous présentez aux gens. Parce que vous l'avez dit, j'arrive… Comment bien se présenter, monsieur? D'abord, il faut être poli. Il faut être humble. Me voici au campus numérique francophone de Yaoundé. Je suis venu les voir humblement pour leur dire, j'ai un webinaire que je vais animer. Ce n'est pas payant. Est-ce que vous pouvez m'accorder votre soutien technique? Donc, c'est la même chose. Donc, là, je me comporte effectivement comme si je couvrais un événement. Donc, c'est les mêmes réflexes qu'il faut avoir en toute situation. Donc, vous vous présentez. Pareil, en Centrafrique, en 2016, j'avais un badge d'observateur
parce que j'ai réussi à gagner la confiance des dirigeants de la CENI en Centrafrique. À Madagascar, j'avais un badge de journaliste. Sauf que maintenant, comment vous vous mobilisez? J'ai parlé des observateurs tout à l'heure. Il faut connaître les délégations qui arrivent. Parce que généralement, l'Union africaine et l'Union européenne emploient de hautes personnalités pour ces missions d'observation électorale. Au Sénégal, c'était l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo que j'ai interviewé dans un autre contexte. Alors, à Bamako, en 2013, j'interviewe Edem Kodjo parce que je cherche là où ils sont logés. Il faut chercher là où ils sont logés. Ça, c'est très important. Et donc, Edem Kodjo, en tant que chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, il ne m'attend pas. Et comme je connais la responsable de la communication de l'Union africaine qui l'accompagne, je négocie avec elle. Je lui dis, moi, je veux une interview exclusive avec M. Edem Kodjo. Donc ça, et il faut savoir donc comment s'adresser à ces gens. Elle me dit, OK, je ne sais pas s'il va accepter. Je lui dis, allez quand même le voir. Finalement, quand il va le rencontrer, il dit, faites venir le journaliste. Je le fais également avec M. Louis Michel, l'ancien Premier ministre belge qui a été commissaire au développement de l'Union européenne, qui conduisait la mission d'observation électorale de l'Union européenne. C'est la même chose. Il ne m'attend pas. Mais j'insiste auprès du responsable de la communication de cette mission d'observation électorale. C'est pour ça que c'est important même déjà de connaître les responsables de ces organismes. Bon, pour le cas des candidats, les candidats ont des états-majors. Parce que je reviens donc à la question que vous avez posée tout à l'heure, mon cher Kossi. Les candidats ont des états-majors. Donc, il faut connaître, le journaliste doit se rapprocher de ces états-majors-là. Il ne doit pas se contenter simplement du responsable de la communication. Il doit connaître le directeur de campagne, il doit connaître le directeur adjoint de campagne, il doit avoir leur contact. Il doit avoir d'autres personnes autour du candidat. Donc, en fait, il faut avoir un maximum de contacts. Est-ce que le fait d'être un journaliste étranger et de travailler pour un média qui a déjà une bonne réputation ne sont pas en fait des avantages qui vous ont permis d'avoir assez facilement accès à ces personnes que vous interviewez? Pour un journaliste local, ou quand on sait que parfois c'est assez difficile de pouvoir interviewer, que ce soit le président ou avoir accès par exemple au président du Sénat, ma question c'est de savoir, est-ce que le média a un rôle à jouer dans ce travail que vous faites? Est-ce que la réputation du média encourage ou facilite l'accès aux personnes qu'on souhaite interviewer durant une élection? Le média peut jouer un rôle. Il y a oui et non. Le média aussi peut ne pas jouer un rôle. Ça dépend de votre personnalité. C'est une équation personnelle. Okay. C'est une équation personnelle. Dans la liste des chefs d'État que vous avez publiée, je vais vous dire, il m'a fallu 5 ans pour interviewer le président rwandais, Paul Kagame. Wow. 5 ans. On se retrouvait, oui, à chaque sommet, on se retrouvait au sommet de l'Union africaine, au sommet des BRICS, ainsi de suite. Et j'allais toujours vers lui, il me repoussait. Le jour où il a accepté, et parce qu'il me voyait tellement téméraire. Donc, en fait, il faut être téméraire. La témérité, il faut être audacieux et téméraire. Donc, le fait de me voir chaque année, je suis devant lui, il s'est arrêté, il a secoué la tête. Il s'est retourné vers sa ministre des Affaires étrangères, Madame Louise Mushikiwabo, qui est à la francophonie aujourd'hui, qui est une amie qui m'appelle petit frère. Et je l'entends lui dire à haute voix, « He's a great journalist, he's our friend ». C'est un grand journaliste, c'est un ami, c'est notre ami. Donc, elle n'a pas dit, il travaille pour un grand média. Vous voyez, elle a dit, c'est un grand journaliste. Donc, c'est une équation personnelle que vous jouez. Donc, quand vous arrivez, on ne vous ouvre pas les portes parce que vous travaillez dans un grand média. Ils ne sont pas là pour vous, ils font leur boulot. Mais comme je disais tout à l'heure, tout dépend de la manière, il faut être humble. Il faut être humble. Je vous ai dit tout à l'heure, les grands médias se sont plantés à Dakar, au Sénégal, en 2012. Ils se sont plantés. Mais moi, j'ai obtenu les résultats qu'eux, ils n'avaient pas. Parce qu'ils ne sont pas allés là où il fallait obtenir ces résultats. Ils se sont contentés de la publication des résultats buts, des tendances buts par les médias sénégalais. Or, les tendances buts, ce n'est pas des résultats compilés. Donc, vous voyez.
Nous avons déjà des questions qui nous viennent des participantes et des participants qui nous suivent. Une question d'Adrienne. Tout journaliste peut-il réussir une couverture d'élection ou alors faut-il suivre une formation préalable? Alors, bien évidemment, ce que nous faisons là, c'est une formation. Donc, il faut se former. Et la formation, ce n'est pas seulement à l'école. Voici une formation. Il faut s'approcher parce que c'est pas très peu de journalistes savent couvrir les élections. Donc, je parle de ça que j'ai été partout. Très peu savent couvrir les élections. Très peu savent courir. Je vous ai dit, il faut être un soldat. Il faut savoir que vous allez passer des heures sans manger. Bon, par exemple, qu'est-ce qui se passe le jour du scrutin? Vous avez des pays comme au Tchad, en 2016. Les bureaux de vote s'ouvrent à 6 h du matin. 6 h du matin, 6h00. Ça veut dire que vous devez sortir de votre chambre d'hôtel bien avant 6 h, bien avant 5h30. Parce que pour les grands médias ou pour les blogueurs ou les médias en ligne qui annoncent l'ouverture des bureaux de vote, il faut avoir fait le tour de quelques bureaux de vote et annoncer pour dire les bureaux de vote sont ouverts. Et vous indiquez d'ailleurs là où vous vous trouvez. Bon. Et maintenant, quand vous avez annoncé l'ouverture des bureaux de vote, vous pouvez rentrer, ou alors vous continuez de faire le tour parce qu'il y a le contexte. Il peut y avoir une situation sécuritaire qui peut jouer sur le déroulement du scrutin. Donc, vous faites le tour. Si c'est Yaoundé, il faut faire un maximum de bureaux de vote à Yaoundé. Ça vous permet d'avoir une photographie. Quand vous avez fait ce tour, vous pouvez donc rentrer peut-être vers 10 h ou 11 h, vous reposez et vous repartez faire le point à midi, en mi-journée. Vous faites toujours le tour. Et le soir, à la fermeture des bureaux de vote, vous refaites la même chose. Et vous assistez au dépouillement. Moi, il m'est arrivé avec mon expérience d'aider même au dépouillement. Je l'ai fait en 2016 à Bangui. Et les scrutateurs, oui, ils n'étaient pas suffisamment outillés. Donc, c'est ça, j'ai dit, ce n'est pas tout journaliste qui sait couvrir une élection parce que généralement, on se contente du minimum. Le scrutin s'est ouvert, après on rentre, on se met à se balader. Non, vous avez toute la journée. Et quand le scrutin s'est achevé, le travail ne s'arrête pas. Il faut maintenant chercher l'information concernant les premières tendances. Là également, ça vous occupe. Et vous devez également avoir un maximum d'informations. Et toujours en Centrafrique, en 2016, c'est moi qui annonce les premières tendances. Comment vous le faites? Parce qu'il se trouve que l'hôtel où je suis, non seulement j'ai les contacts des gens qui sont sur le terrain, j'ai les contacts des responsables de la MINUSCA, j'ai les responsables des autorités administratives centrafricaines dans des zones où le scrutin a lieu, j'ai les contacts des responsables de la CENI qui sont, je dis, vous devez avoir un maximum de contacts. Donc, vous allez vers les gens, vous leur demandez les contacts. Vous allez, quand vous êtes à la commission électorale, bon, alors à Bosangwa, qui est votre représentant là-bas? Est-ce que je peux avoir son contact? Est-ce que je peux avoir? Est-ce que je peux avoir? Est-ce que je peux? Et il y a l'Église catholique. Vous savez qu'il y a un acteur également très important qui déploie des missions d'observation électorale. Donc, vous pouvez avoir le contact de l'archevêque de Bosangwa. Vous pouvez avoir le contact du vide. Donc, il faut avoir un maximum de contacts. C'est ça qui vous aide. Et c'est ça donc que moi, j'avais les résultats de terrain. Et comme l'hôtel où j'étais, il y avait donc la mission d'observation électorale de l'Union africaine. Il se trouve que les ambassadeurs qui conduisaient cette mission, qui étaient membres de la mission, je les connaissais pour la plupart. Donc, quand on se retrouvait au restaurant, au petit déjeuner, au déjeuner, j'échangeais avec eux, je leur dis quelles sont vos tendances et on regarde, ah, c'est bien, c'est les mêmes tendances que j'ai. Et c'est comme ça, donc moi, j'arrive à annoncer en exclusivité ces premières tendances. Une autre question d'un participant. Face à l'insuffisance des effectifs et des moyens dans les rédactions et l'obligation de traitement équilibré vis-à-vis des candidats, comment couvrir de manière pertinente une élection, surtout la campagne électorale pendant laquelle tous les partis et coalitions de partis sont sur le terrain? C'est vrai, justement, le problème qui se pose, c'est le problème de l'insuffisance des moyens de certains médias. Bon, est-ce que c'est un problème réel? Parce qu'il y a aussi des médias qui ont des moyens.
mais qui ne les mettent pas à la disposition de leurs reporters. Parce qu'en fait, c'est ça la véritable question. Donc, quand le reporter, c'est vrai, quand le reporter n'a pas assez de moyens, il lui est difficile de se déployer convenablement et qu'il puisse assurer une couverture responsable et professionnelle, comme vous l'avez dit au départ. Donc, ça, c'est un problème qui se pose pour les reporters africains. Bon, parfois, ils ont des moyens, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se contentent de l'essentiel. Ils écoutent ces grands médias, comme je disais tout à l'heure. Ils se contentent de ce que ces grands médias disent et ils reprennent ça. Bon, moi, il m'est arrivé d'être sur le terrain sans moyens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce n'est pas une question. Il faut que le journaliste se dise que c'est une équation personnelle, c'est ma carrière. Parce que pour réussir une carrière de journaliste, il faut en être passionné. Il faut d'abord avoir cette passion. Il faut se dire qu'on a des sacrifices à faire. Les sommets des chefs d'État, je vous dis, mon cher Kossi, il est arrivé que je passe des journées entières en mangeant à peine pour couvrir un sommet des chefs d'État. Parce que je veux les interviews. Ah oui, je sors le matin, j'ai seulement le petit déjeuner à l'hôtel. J'ai un casse-cou pour toute la journée. Quand vous couvrez les sommets de l'Union africaine, par exemple, c'est des sommets dans les sommets. Vous avez plein de mini-sommets. Vous courez après tel chef d'État. Il ne vous attend pas pour une interview. Donc, c'est pareil pour une élection. Vous n'avez pas négocié au départ. Mais vous voulez l'interviewer. Donc, vous retrouvez en train parfois de courir 10 km sur place. Oui. Donc, c'est pareil. Donc, c'est une équation personnelle que, bon, si j'ai 10 000 francs CFA, on m'a dit j'ai 10 000 francs CFA pour aller couvrir un scrutin présidentiel, je suis à Yaoundé. Qu'est-ce que je fais? Je m'organise avec mes 10 000 francs CFA. Parce que moi, je veux donner les informations que les autres n'ont pas. Donc, il faut qu'ils se le disent. Je leur ai dit tout à l'heure comment dénicher les chefs des missions d'observation électorale. Il faut connaître les hôtels. Et comme ces missions d'observation électorale, généralement, organisent des conférences de presse, ils ont des communiqués qu'elles publient. Donc, il faut connaître. Je l'ai fait à Madagascar. Le chef de la mission électorale de l'Union européenne qui ne m'attendait pas non plus. J'arrive, je dis à la chargée de communication, dites à madame, c'était un député européen. Je lui dis, dites à madame que je suis journaliste. Je lui donne ma carte de visite. Une autre question. Vous êtes là, M. Raphaël? Oui, je suis là. Une question du journaliste Robert. La question qui demeure, et je prends le cas de la Côte d'Ivoire en 2010 ou 2011. Comment s'assure-t-on que l'institution en charge des élections est elle-même crédible et fournit des informations qui ne sont pas tronquées? Parce que vous avez vos propres informations de terrain, comme je disais tout à l'heure. Quand j'annonce les premières tendances en Centrafrique, je n'ai pas obtenu ces chiffres auprès de la Commission électorale nationale indépendante. Donc, j'ai mes propres informations. Parce que là également, parce que pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous savons que c'est un cas malheureux, parce que les membres des commissions électorales, comme c'est des partis politiques qui ont leurs représentants, donc il faut éviter cette manipulation. Néanmoins, quand vous avez ces résultats, c'est ça que je dis, il faut avoir un maximum de contacts sur le terrain. Savoir que je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan, j'ai des gens à Gagnoa qui ne sont pas du FPI, qui ne sont pas du RHDP, qui ne sont pas. J'ai des gens à Daoko, j'ai des gens à Bongwanou, j'ai des gens à Yamoussoukro, j'ai des gens ainsi de suite. Et là, c'est possible d'avoir ces contacts. C'est possible d'avoir ces contacts. Parce que comme je disais tout à l'heure, pour le cas de 2010, on a les organisations internationales. C'est vrai que dans certains cas, elles sont partisanes, mais c'est déjà important d'avoir leurs contacts. C'est important d'avoir des personnalités indépendantes comme les organisations de la société civile. Ça également, il faut le savoir. Il faut avoir les contacts des organisations de la société civile. J'ai parlé des autorités administratives tout à l'heure. Donc, il faut avoir un maximum de contacts qui va vous éviter la manipulation. Comment un journaliste doit-il se protéger durant les élections? Alors, pour qu'il se protège, d'abord, il se fait connaître auprès des autorités. Il se fait connaître auprès de l'organe
qui organise les élections, les CENI. Il faut se faire accréditer. Donc, quand on a son accréditation, parce que c'est la première des choses qu'il faut faire, obtenir son accréditation. Quand on a cette accréditation, c'est déjà une protection. Maintenant, si c'est un scrutin qui se déroule en situation de crise, le cas de la Centrafrique tout à l'heure, je disais, vous vous arrangez à avoir des contacts de la MINUSCA, vous vous organisez à avoir des contacts en dehors de la CENI. Donc, il faut savoir qu'en cas de situation, j'ai le responsable de la sécurité de la MINUSCA que j'ai appelé. Il sait que je suis journaliste. Donc, en cas de situation, je peux l'appeler. En cas de situation d'urgence, il y a les autorités également qui sont là aussi pour protéger les journalistes. Parce que ça, il faut le savoir. Le problème maintenant, c'est de vous faire accréditer et de vous faire annoncer. Qu'on sache que vous êtes là. Et vous arborez votre badge d'accréditation. Encore une question d'un participant. Comment avez-vous fait pour assurer vos sécurités, car vous étiez souvent dans des pays qui ont connu des violences? Bon, je sais qu'on pourra en parler dans un autre contexte, mais déjà, il faut savoir, j'ai parlé des Nations Unies tout à l'heure. Je prends beaucoup de contacts. Alors, quand je vais aller en Centrafrique, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une ambassade de la République centrafricaine qui est dans mon pays. Je vais d'abord rencontrer l'ambassadeur. J'échange avec lui. Donc, ça, c'est une démarche très importante. J'échange avec l'ambassadeur. Je lui dis, je vais dans votre pays. Est-ce que vous pouvez déjà me donner quelques contacts pour m'aider? Donc, vous voyez la première démarche. Maintenant, le cas du Nigeria en 2007, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'était pas gagné. J'allais avec un aîné qui, lui, il est d'expression anglaise, mais qui n'avait pas pris ses précautions. Je suis allé rencontrer le haut-commissaire du Nigeria, que je connaissais. Donc, on avait une relation. Je lui dis, je vais dans votre pays, mais permettez-moi déjà d'avoir un document. Il prend sa carte de visite et il fait un mot. Et quand j'arrive à Lagos avec mon collègue aîné, qui lui n'avait pas, quand on s'est présenté auprès de la commission électorale, ils nous ont embêtés un peu pour nous accréditer. Mais c'est quand ils essaient de nous embêter que je sors donc la carte de visite du haut-commissaire. Et cette carte de visite, justement, a aidé immédiatement. Donc, vous voyez, le cas d'Abéché, c'est pareil. Abéché, il est interdit à un journaliste de s'y rendre. On est en 2008. Donc, les autorités, c'est parce que c'était juste après le push manqué contre Idriss Déby Itno. Qu'est-ce que je fais également? Je vais rencontrer l'ambassadeur du Tchad. Je lui dis, monsieur l'ambassadeur, j'y allais avec une collègue photographe. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous signer des documents qui vont faire que quand je vais arriver à Abéché, c'est vrai, je suis sous la couverture des Nations Unies parce que j'allais avec OCHA. Et ces attestations nous avaient aidés parce qu'on était passé à côté de la cellule. Donc, voilà des dispositions pratiques qu'il faut toujours prendre. Quand vous avez une ambassade dans votre pays, mais si c'est un consulat, allez vers les responsables de cette mission diplomatique déjà avant de quitter votre pays pour vous rendre dans ce pays étranger. Bon, parce que parfois, c'est eux qui annoncent que, même s'ils ne vous le disent, il y a tel journaliste qui arrive. Et ça vous aide déjà. Et ils vous donnent même des contacts. Parce qu'ils peuvent vous dire, en cas de souci, quand vous êtes à Abidjan, vous allez appeler un tel ou un tel autre. Nous avions parlé du code de conduite appelé par un journaliste, mais est-ce qu'il y a aussi un langage que doit tenir le journaliste qui couvre une élection? Peut-être s'abstenir de publier des propos provocateurs, des propos qui peuvent inciter à la violence, mais comment le journaliste en fait gère ou navigue dans des propos que lancent souvent les partis politiques? Mais justement, le journaliste doit s'éviter de relayer ce type de propos. Parce que justement, comme vous le dites, le journaliste doit savoir qu'en journalisme, on ne dit pas tout. Et il y a un texte peut porter atteinte à l'ordre public. Voilà, enflammer une situation. Nous sommes dans des pays qui sont affectés aujourd'hui par le terrorisme. Il faut savoir qu'on ne dit pas telle ou telle chose. On ne met pas les forces de défense et de sécurité en difficulté qui font un travail sur le terrain. Parfois, quand on a une information, on se dit celle-ci, je ne la publie pas. Donc, on ne relaie pas les propos provocateurs d'un candidat. Le journalisme n'est pas là pour ça.
Il n'est pas le relais d'un candidat. Il n'est pas le relais d'un parti politique. Bon, malheureusement, en Afrique, on a des journalistes qui roulent pour des camps. Bon, c'est vrai que ça existe dans les grands pays, même comme même les États-Unis où vous êtes, mon cher Kossi. Sauf que l'idéal, et moi, je me suis toujours comporté sur le terrain, j'ai fait un travail objectif. Que ce soit au Cameroun, mon pays, il faut éviter d'avoir une coloration. Que je roule pour, même si j'ai des faveurs pour un parti. Parce que ce qu'un journaliste doit savoir, une élection, quel que soit le type, si c'est une élection, que ce soit une élection présidentielle, que ce soit un scrutin législatif, que ce soit des élections locales, c'est-à-dire les municipales, c'est la vie de toute une nation qui est engagée. Et comme je disais tout à l'heure, s'ils ne le savaient pas, ce n'est pas par hasard qu'ils ont des observateurs internationaux qui viennent là. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux, ils viennent pour leurs intérêts. Un pays qui est intéressé par les richesses de mon village. Ce pays-là, son ambassadeur qui est en poste au Cameroun, fait tout pour connaître le nom du maire de ma commune. Donc, ce qui fait que le journaliste doit garder à l'esprit de faire son travail en toute objectivité. Et vous allez voir, c'est ça qui m'a toujours aidé sur le terrain. Parce que quand vous n'êtes pas là pour un camp, vous vous en sortez. Vous faites votre travail. Vous n'êtes pas là pour plaire à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ou pour plaire à Laurent Gbagbo. Vous n'êtes pas là pour plaire aux gens. Vous êtes allé faire votre travail et il faut le faire en toute objectivité. Si un camp fait une déclaration, il faut équilibrer, il faut aller vers l'autre camp. Obtenir le point de vue de l'autre camp. Donc, il faut toujours se garder cela à l'esprit. Vous avez parlé d'une expérience qui était très intéressante, celle de votre rencontre finalement avec le président Kagame après 5 ans de tentatives qui étaient vouées à l'échec. Mais dites-nous, que faire lorsque, par exemple, vous essayez pour une première fois, peut-être que c'est la première fois ou c'est votre première chance, par exemple, de couvrir l'élection dans un pays et que vous avez suivi tous les conseils que vous avez donnés, mais que finalement, on vous refuse toujours l'accès à des personnes qui auraient pu vous donner des informations nécessaires, des informations qui vont vous permettre d'assurer une bonne couverture des élections. Que faire dans de pareils cas où les portes sont fermées? Il faut insister. J'ai parlé le cas de Bangui en 2016, où M. Touadéra mène une campagne discrète. Ces hommes ils ne sont pas visibles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai rencontré M. Lemassé, qui a été ministre de la Communication par la suite, quand M. Touadéra a gagné l'élection et a prêté serment, j'ai insisté. Je lui ai dit, il me faut absolument quelqu'un. Il m'a envoyé vers le directeur national de campagne, M. Sarangi, qui va devenir Premier ministre, qui ne me reçoit pas. J'insiste encore auprès de M. Sarangi. Je lui dis, M. Sarangi, j'ai besoin de quelqu'un. Et c'est M. Sarangi qui va me donner maintenant les contacts de M. Mouloua, qui également ne veut pas me recevoir. Je lui dis, je suis venu faire mon travail de journaliste. Alors, je ne peux pas me contenter de rayer les informations concernant l'autre. Je me permets de vous demander une petite question. Quand vous dites que vous essayez de rejoindre, par exemple, cette personne qui refuse, vous l'appelez au téléphone, vous lui envoyez un courriel, vous allez voir la secrétaire. En fait, comment ces échanges-là se sont faits? J'appelle au téléphone parce qu'ils ne sont pas dans les bureaux. Nous sommes à la veille d'élection, d'ailleurs. Donc, vous voyez, c'est un samedi. Parce que le soutien a lieu un dimanche, je me rappelle bien. Il peut bloquer votre numéro, par exemple. Non, même s'il bloque le numéro, parce que vous aurez toujours quelqu'un. Alors, je vais vous prendre le cas du Cameroun. En 2011, je fais toutes les tentatives pour le cas du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est au pouvoir. Mais j'ai fini par avoir le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est par ailleurs porte-parole, qui est secrétaire à la communication du comité central du RDPC. Je lui dis, monsieur le ministre, moi j'ai besoin d'une déclaration venant de votre parti. Donc, vous voyez, il faut toujours insister. Il faut toujours insister. Quand ces gens ne vous prennent pas au téléphone, vous allez au siège du parti. Vous allez dans les états-majors de parti. Parce que ne vous contentez, et voilà, ceux qui nous écoutent, ils ne doivent pas se contenter de ces grosses pointures. Bon, le ministre ne m'a pas écouté.
Parce qu'un journaliste doit avoir… Bon, il y aura quelqu'un d'autre. Pour le cas du Cameroun, nous avons un aîné, M. Christophe Mienzo, qui est le directeur des organes de publication du comité central du RDPC, qui peut vous parler. Donc, vous avez une voix officielle du parti. Donc, en ce temps-là, on ne se contente pas de ces grosses pointures. On va à l'échelle un peu plus bas. Une question encore, une question intéressante du confrère Teddy. Souvent, même les commissions électorales ne veulent pas être citées avant leur propre déclaration des résultats. Quelle formule utiliser? Vous dites selon de sources proches de la CENI. Quand vous l'avez dit, vous avez protégé votre source et elle ne va pas vous en vouloir. De sources proches de la CENI ou de la Sénat, pour le cas du Sénégal, quand les gens ne veulent pas être cités, vous dites de sources proches ou de sources internes. Bon, parce que là maintenant, on va chercher, s'il y a peut-être 100 personnes, on ira chercher parmi les 100 personnes celles qui vous ont donné l'information. Donc voilà. Comment gagner la confiance des sources? Alors, comme d'abord, il faut être sympathique, il faut être courtois, il faut être poli. Et je reviens encore également sur l'humilité. Il faut être humble. Donc, il ne faut pas arriver en vous comportant comme quelqu'un qui vient d'un grand pays. Moi, je viens des États-Unis, donc je viens parler à des nègres, non? Donc, vous vous faites tout petit. Vous vous faites tout petit. Le fait de vous faire tout petit, ça vous ouvre justement les portes. On se dit, quand bien même on ne vous reçoit pas, vous restez là assis. Vous restez assis. Je vais également raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec une élection présidentielle. Vous savez, quand j'obtiens une interview d'Alpha Blondy, qui vient se produire, l'unique concert qu'il a donné au Cameroun, c'était en 2003, en janvier 2003. Alors, je vais vers son manager, qui est son cousin, qui me fait marcher pendant 3 jours, pendant 4 jours. Il me donne rendez-vous sur rendez-vous, rendez-vous sur rendez-vous. Après, je dis, OK, comme lui me fait marcher, moi, je vais carrément attendre à l'hôtel d'Alpha Blondy. Il finira par descendre. Et quand justement, ce jour-là, quand je rentre à l'hôtel, à la réception de l'hôtel, qui je vois, c'est Alpha Blondy. Je dis, ici, là, je suis. Quand je l'aborde, il me dit, ah oui, il y a mon manager. Je lui dis, cher Alpha, mais justement, c'est votre manager qui me fait marcher pendant 4 jours. Il dit, OK, ça va. Je vous accorde 15 minutes. Finalement, on avait passé plus de 15 minutes ensemble. Donc, il faut toujours insister, il ne faut jamais se décourager. Quand une porte, parce que même une chose que vous êtes dans un bureau, le fait que cette personne vous voit finira par se dire, parfois se dire, mais à la longue, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je dis, mais monsieur, justement parce que je ne voudrais pas écrire n'importe quoi et vous serez le premier à me dire, j'ai écrit des bêtises. Voilà. Dès que vous me voyez insister. Donc, vous voyez, il faut toujours insister. Voilà pour le cas de Kagame, j'ai insisté pendant 5 ans. Et il a fini par accepter. Quand ma chère grande sœur Lise Mouchikeo lui dit, he's a great journalist, he's our friend. Il a accepté l'interview, mais ça ne s'est pas arrêté là. Son garde du corps a frappé ma main, mon appareil est tombé. Donc, si je n'avais pas un appareil solide, c'est vrai donc que le type d'appareil qu'on utilise est également très important. Donc, il faut toujours insister. Il ne faut pas se dire, oui, j'ai appelé une fois, on ne m'a pas pris, on m'a rabroué, j'ai appelé 2 fois. Si on vous rabroue, vous allez dans les états-majors de campagne et il y en a beaucoup. Vous cherchez d'autres sources proches du candidat parce qu'autour d'un candidat, il y a toujours au moins quelqu'un qui lui a même envie de se faire voir. Hein? Oui, il a envie d'être médiatisé. Donc ça, il faut le savoir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'en situation de couverture d'une élection, le journaliste n'a pas de temps pour lui, comme en situation de couvrir d'un sommet des chefs d'État, quel que soit le type de sommet. J'ai couvert les sommets de l'Union africaine, j'ai couvert les sommets des BRICS, j'ai couvert les sommets du FOCAC, Forum sur la coopération sino-africaine. Donc, vous êtes dehors. Qui m'est très importante, c'est de savoir comment poser de bonnes questions lorsqu'on a finalement la chance d'interviewer par exemple un président ou d'interviewer par exemple le président d'un parti politique durant ces moments très importants dans la vie d'une nation. Comment poser les bonnes questions? Est-ce que vous avez des astuces à partager avec vos confrères? Alors, il faut toujours flatter l'interviewé.
si c'est une haute personnalité, un chef d'État, c'est-à-dire une question, justement, comme on dit, qui le caresse dans le sens du poil. Donc, qui le met en confiance, parce qu'il faut le mettre en confiance, il faut gagner sa confiance. Oui, Monsieur le Président, vous avez votre programme de 500 000 d'emplois aux jeunes. Où en êtes-vous? Vous voyez? Vous le mettez à l'aise. Il se sent à l'aise dans une telle question. Avec une telle question, dès qu'il entre là, c'est plus tard que vous réservez les questions qui fâchent. Il est déjà suffisamment en confiance. Donc, il faut toujours... Et mais en évitant la flagornerie. Il faut éviter la flagornerie. Il faut éviter, quand je parle de flagornerie, je n'ai jamais appelé un chef d'État Excellence. Je ne l'ai jamais fait, Monsieur le Président. Donc, vous restez courtois. Vous montrez que c'est vous qui menez votre interview. Ce n'est pas lui qui mène l'interview. Donc, il n'y a pas d'excellence parce que dès que vous rentrez dans l'excellence là, vous rentrez dans la flagornerie et vous n'êtes pas loin de vous laisser manipuler. Monsieur le Président, Madame la Présidente, j'ai eu une interview exclusive avec Christine Lagarde, qui était directeur général du Fonds monétaire international, et là, c'était à la demande de son cabinet. Madame le directeur général, ou parfois Madame Lagarde. Vous voyez. Donc, quel que soit le lieu où cette interview se déroule, parce que la plupart de mes interviews se sont déroulées debout. Parce que comme je dis, vous êtes dans le sommet du chef d'État, le chef d'État, il n'a pas prévu de vous parler, mais comme vous insistez, il dit, OK, j'accepte de vous parler. D'accord. Et vous dites, Monsieur le Président, oui, vous êtes à votre première participation en sommet de l'Union africaine. Alors, quels sont les sujets que vous venez aborder avec vos pairs? Vous voyez? Donc, je dis, il faut que l'interviewé soit à l'aise, soit en confiance. Et vous réservez les questions qui fâchent pour plus tard parce que vous en avez. Merci beaucoup, cher confrère Raphaël, pour ces échanges, ce moment de partage, ces connaissances que vous partagez, ces ressources qui sont pertinentes, utiles et très bénéfiques aux confrères, aux consoeurs. Ce code de conduite que vous avez partagé avec nous sont vraiment un moment formidable que nous avons partagé avec vous. Merci encore une fois pour votre disponibilité et pour ce vaste expérience que vous partagez en 1 heure avec les confrères, les consoeurs francophones. J'espère qu'il y aura nécessairement d'autres sessions où nous reviendrons encore sur des cas par cas, des points essentiels, parce qu'il est évident qu'en 1 heure, on ne peut pas épuiser toutes ces expériences que vous avez accumulées tout au long de votre carrière. Merci surtout la connexion Internet, et on a failli avoir un petit souci technique, mais finalement, tout s'est arrangé et tout s'est bien passé pour le bonheur de tous. Merci encore. Nous espérions vous avoir encore le jeudi prochain pour non plus un webinaire, mais une session de formation sur la couverture médiatique d'une crise politico-sécuritaire. Merci encore à vous. Merci à tous les participants qui nous ont suivis, qui nous ont posé énormément de questions. Ça montre l'intérêt, en fait, de ce sujet pour ceux et celles qui nous ont suivis. Peut-être que vous avez une dernière chose à ajouter avant que nous ne mettions fin à cette session. Oui, cher Koussi, je me réjouis. Donc, s'ils sont contents, ça me fait plaisir aussi de partager. Justement, on ne peut pas tout boucler en 1 heure. Wow. En réalité, ce type de formation, parce que c'est une formation, ça devrait se passer in situ, dans grandeur nature. Si jamais l'UCFJ a des moyens pour pouvoir déployer des journalistes sur le terrain, savoir et observer cela. Et là, c'est parce que, comme je reviens encore sur ce que je leur ai dit, vous avez parlé au départ d'une couverture responsable et professionnelle, qui gardent cela à l'esprit et qu'ils évitent d'avoir une coloration politique. S'ils ont une coloration politique, qu'ils laissent le métier de côté.
qu'ils mettent le métier entre parenthèses, qu'ils s'occupent de leurs candidats ou de leur formation politique. Or, s'ils font un travail qui est purement objectif, qui est équilibré, ça va leur donner de la notoriété. Les portes vont s'ouvrir parce qu'il faut qu'ils se disent que, par exemple, ceux qui utilisent les nouveaux médias aujourd'hui, le multimédia, ils sont lus. Même les tabloïds, les journaux sont en ligne, donc vous êtes lus. Et c'est ça qui fait votre... Parce que quand vous entendez Louise Mushikiwabo, l'actuel secrétaire général de l'Organisation de la francophonie, dire « Je suis great journaliste ». Ça, c'est très important. Parce qu'elle-même, je l'ai interviewée plusieurs fois. Parce que parfois, vous obtenez une interview comme avec l'ancien président tunisien, Monsef Marzouki, à 3 h du matin, à Addis Abeba. Le sommet qui s'achève à 3 h du matin, il est fatigué, il a son vol qu'il doit prendre. Et quand j'essaie, son entourage me dit, non, vraiment, le président est fatigué, il s'en va. J'insiste, et vous voyez lui-même dit, laissez-le m'interviewer. Donc, vous voyez, donc il y a cette... Et il faut rester purement professionnel. Et j'ai dit tout à l'heure que quand on doit aller couvrir une élection dans un pays étranger, si on a une mission diplomatique de ce pays-là, dans le pays où l'on vit, il faut aller vers cette mission diplomatique. Même si ce n'est pas l'ambassadeur qui vous reçoit, il y aura un responsable qui va vous recevoir. Dites-lui que je me rends dans votre pays, je vais couvrir l'élection présidentielle. Est-ce qu'à partir de votre niveau, vous pouvez déjà m'aider avec des contacts? Donc, vous voyez, les missions diplomatiques sont là aussi pour ça, pour aider, puisqu'ils sont là pour la promotion de leur pays. Donc, vous allez une fois sur le terrain, obtenez la première chose à faire, c'est d'aller chercher l'accréditation. Quand vous avez l'accréditation, et au moment où vous demandez cette accréditation, demandez déjà toutes les informations possibles. J'ai dit là tout à l'heure, quand on doit connaître le nombre de bureaux de vote. Ça, c'est très important. D'abord, le nombre d'électeurs inscrits. C'est la première information à avoir. Le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de bureaux de vote, leur répartition géographique. Vous devez connaître les candidats, bien évidemment. Vous devez connaître le nombre de candidats en liste. Vous devez connaître et vous cherchez leurs états-majors. Vous devez connaître le nombre de scrutateurs. Vous devez connaître le nombre de policiers et de militaires qui sont déployés parce que cette information que vous donnez, que les autres ne donnent pas, ça vous donne un plus. Vous vous démarquez. Une information comme celle-là, par exemple. Quand vous donnez une information sur le nombre d'observateurs nationaux et internationaux, vous vous démarquez par rapport aux autres. Donc, vous voyez. Donc, il y a... Donc, voilà. Donc, chers confrères, chers consoeurs, c'est un plaisir. Comme je dis, moi, ma devise, et c'est ce que j'ai dit à Kossi, quand il m'a dit « ce n'est pas payant », je lui ai dit « alors, dans la vie, il faut donner aux autres ce que l'on a reçu. Il faut aider les autres à avancer aussi. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours aidé les autres à avancer. » Il est arrivé, alors je vais terminer par là aussi. Il est arrivé que je partage justement, que je prenne une consoeur, lui dire, j'ai rendez-vous, il y a tel chef d'État que je vais aller interviewer, allons avec moi. Et je lui dis, tu vois comment on interviewe un chef d'État. J'ai une camarade qui est devenue une collègue, elle m'a dit, mais waouh, les autres ne le font pas. Et ça, c'est vrai. Ceux qui interviewent les chefs d'État, ils gardent ça à leur niveau. Je lui ai dit, allons-y. Et elle l'a vu. Et j'ai dit, quand vous avez de la notoriété, elle a vu des chefs d'État qui s'arrêtaient pour me saluer. Je lui dis, parce que justement, j'ai de la notoriété. Donc voilà. Merci. Et vous avez la notoriété, parce que vous êtes crédible. Ouais. Pas parce que vous cherchez à plaire. Il ne faut pas chercher à plaire. Un journaliste ne cherche pas à plaire. Un journaliste fait son travail en toute objectivité. Vous voyez, cher Kossi, il est arrivé que je reçoive une carte de vœux d'un ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso qui me l'a envoyé par la poste. Donc, vous voyez, voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Merci encore, cher Raphaël. C'était un super moment. Merci et à la prochaine.
Donc voilà, à la prochaine, comme vous avez dit, à très bientôt. Donc j'espère qu'ils seront nombreux, j'espère qu'ils ont retenu parce que ça, c'est un défi. Et je retiens, et j'insiste encore, je l'ai dit au départ, ne vous fiez pas à ce que vous considérez comme des grands médias, que vous considérez comme des références. Je les ai vus se planter sur le terrain plusieurs fois. Vraiment, croyez-moi, je ne suis pas en train de les dénigrer. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut avoir une démarche purement professionnelle. Quand vous avez cette démarche professionnelle, parfois, quand vous avez une information qui est publiée, ne vous contentez pas de cette information. Allez vous vérifier vous-même. Et allez plus et cherchez à donner des informations que les autres ne donnent pas. Et moi, c'est ce qui a toujours fait ma force, que ce soit dans la couverture des événements politiques, que ce soit dans la couverture des événements culturels, que ce soit dans la couverture des événements économiques, que ce soit dans la couverture des événements sportifs. J'ai interviewé les Claude Leroy, les Rabat Madjer, Hervé Renard qui remporte la CAN de 2012 avec la Zambie. J'ai été le premier à l'interviewer. Or, je n'ai pas mené une carrière de journaliste sportif parce que j'ai toujours à l'esprit d'avoir le scoop. J'ai interviewé Amadou Kourouma, écrivain ivoirien qui n'attendait pas. Je lui ai raconté une histoire insolite. C'est comme ça qu'il a accepté. Il venait d'obtenir le prix Renaudot en France. Manu Dibango est devenu un grand ami jusqu'à son décès. Et c'est parti d'une interview. J'espère que vous avez beaucoup de choses à partager avec nous et nous aurons certainement toutes ces occasions. Encore une fois, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon après-midi où que vous soyez. À la prochaine. Et merci encore une fois à l'Agence universitaire francophone, son campus universitaire numérique de Yaoundé. Donc, c'est grâce à eux que nous avons pu échanger, c'est grâce à leur accompagnement technique. Merci à tous.